Chapitre 9. Elle. Marius, la poitrine oppressée, allait redescendre de l'espèce d'observatoire qu'il s'était improvisé, quand un bruit attira son attention et le fit rester à sa place. La porte du galetas venait de s'ouvrir brusquement. La fille aînée apparut sur le seuil, puis cria avec une expression de triomphe et de joie. « Il vient !» Le père tourna les yeux, la femme tourna la tête, la petite sœur ne bougea pas. « Qui ?» demanda le père. « Le monsieur de l'église Saint-Jacques. »« Oui, il vient en fiacre. » L'homme se dressa, il y avait une sorte d'illumination sur son visage. « Ma femme !» cria-t-il. « Tu entends ? Voilà le vieux de l'église Saint-Jacques. Éteins le feu !» Puis, s'adressant à sa fille aînée. « Toi, dépaille la chaise !» Le père se tourna vers la cadette qui était sur le grabat près de la fenêtre et lui cria d'une voix tonnante. « Vite à bas du lit, fainéante ! Tu ne feras donc jamais rien ! Casse un carreau !» Son regard parcourait rapidement tous les recoins du galetas. On eût dit un général qui fait les derniers préparatifs au moment où la bataille va commencer. La mère, qui n'avait pas encore dit un mot, se souleva et demanda d'une voix lente et sourde. « Chérie, qu'est-ce que tu veux faire ?»« Mets-toi au lit, » répondit l'homme. L'intonation n'admettait pas de délibération. La mère obéit et se jeta lourdement sur un des grabats. Cependant, on entendait un sanglot dans un coin. « Qu'est-ce que c'est ?» cria le père. La fille cadette, sans sortir de l'ombre où elle s'était blottie, montra son poing ensanglanté. En brisant la vitre, elle s'était blessée. « Tant mieux, » dit l'homme, « c'était prévu. Maintenant, nous pouvons recevoir le vieux. » En ce moment, on frappa un léger coup à la porte. L'homme s'y précipita et l'ouvrit. Un homme d'un âge mûr et une jeune fille parurent sur le seuil du galetas. Marius n'avait pas quitté sa place. Ce qu'il éprouva en ce moment échappe à la langue humaine. C'était elle. Marius frémissait éperdument. Quoi ? Il la revoyait enfin, après l'avoir cherchée si longtemps. Il lui semblait qu'il avait perdu son âme et qu'il venait de la retrouver. Elle était toujours la même, un peu pâle seulement. Sa délicate figure s'encadrait dans un chapeau de velours violet. Sa taille se dérobait sous une pelisse de satin noir. Elle était toujours accompagnée de monsieur Leblanc. Elle avait fait quelques pas dans la chambre et avait déposé un assez gros paquet sur la table. Monsieur Leblanc s'approcha avec son regard bon et triste et dit au père Jondrette. « Monsieur, vous trouverez dans ce paquet des hardes neuves, des bases et des couvertures de laine. »« Notre angélique bienfaiteur nous comble, » dit Jondrette en s'inclinant jusqu'à terre. Monsieur Leblanc se retournait vers Jondrette. « Je vois que vous êtes bien à plaindre, monsieur. » Depuis quelques instants, Jondrette considérait le bienfaiteur d'une manière bizarre. Tout en parlant, il semblait le scruter avec attention comme s'il cherchait à recueillir des souvenirs. Puis, se retournant vers monsieur Leblanc. « Voyez, monsieur, je n'ai, moi, pour tout vêtement qu'une chemise de ma femme, et toute déchirée, au cœur de l'hiver. Je ne puis sortir faute d'un habit, et pas un sou dans la maison. Demain, c'est le 4 février, le jour fatal. Si ce soir je n'ai pas payé mon propriétaire, demain, ma fille aînée, moi, mon épouse avec sa fièvre, mon enfant avec sa blessure, nous serons tous quatre chassés d'ici et jetés dehors, dans la rue, sur le boulevard, sans abri, sous la pluie, sur la neige. Voilà, monsieur. Je dois 4 termes, 1 année, c'est-à-dire une 60aine de francs. » Monsieur Leblanc tira 5 francs de sa poche et les jeta sur la table. Cependant, monsieur Leblanc avait quitté une grande redingote brune qu'il portait par-dessus sa redingote bleue et l'avait jetée sur le dos de la chaise. « Monsieur, dit-il, je n'ai plus que ces 5 francs sur moi. Je vais reconduire ma fille à la maison et je reviendrai ce soir à 6 heures et je vous apporterai les 60 francs. »« Mon bienfaiteur !» cria Jondrette éperdu. Monsieur Leblanc avait repris le bras de la belle jeune fille et se tournait vers la porte. « À ce soir, mes amis, dit-il. »« Oh, mon protecteur, dit Jondrette, mon auguste bienfaiteur, je fonds en larmes. Souffrez que je vous reconduise jusqu'à votre fiacre. »« Si vous sortez, repartit monsieur Leblanc, mettez ce par-dessus, il fait vraiment très froid. » Jondrette ne se le fit pas dire 2 fois. Il endossa vivement la redingote brune et ils sortirent tous les 3, Jondrette précédant les 2 étrangers. Chapitre 10. Offre de service de la misère à la douleur. Marius n'avait rien perdu de toute cette scène, et pourtant en réalité il n'en avait rien vu. Ses yeux étaient restés fixés sur la jeune fille.
Quand elle sortit, il n'eut qu'une pensée, la suivre. Il sauta à bas de la commode, prit son chapeau et sortit de sa chambre. Il descendit en hâte et il arriva sur le boulevard à temps pour voir un fiacre tourner le coin de la rue du Petit-Banquier et rentrer dans Paris. Marius regarda le cabriolet s'éloigner d'un air égaré. Il rentra dans la masure désespéré. Marius monta l'escalier à pas lents. À l'instant où il allait rentrer dans sa cellule, il aperçut derrière lui dans le corridor la Jondrette aînée qui le suivait. Marius entra dans sa chambre et poussa sa porte derrière lui. Elle ne se ferma pas. Il se retourna et vit la main de la Jondrette qui retenait la porte entr'ouverte. « C'est vous » demanda Marius presque durement. « Toujours vous, donc. Que me voulez-vous » Elle semblait pensive et ne regardait pas. Elle n'avait plus son assurance du matin. « Monsieur Marius, vous avez l'air triste. Qu'est-ce que vous avez ?»« Laissez-moi tranquille. »« Tenez, dit-elle, vous avez tort. Vous avez du chagrin, cela se voit. Je ne voudrais pas que vous eussiez du chagrin. Je ne vous demande pas vos secrets, vous n'aurez pas besoin de me dire. Mais enfin, je peux être utile. Quand il faut porter des lettres, aller dans les maisons, demander de porte en porte, trouver une adresse, suivre quelqu'un, moi je sers à ça. » Une idée traversa l'esprit de Marius. Il s'approcha de la Jondrette. « Écoute, lui dit-il. » Elle l'interrompit avec un éclair de joie dans les yeux. « Oh oui, tutoyez-moi, j'aime mieux cela. »« Eh bien, reprit-il, tu as amené ici ce vieux monsieur avec sa fille. »« Oui. »« Sais-tu leur adresse ?»« Non. Trouve-la moi. » L'œil de la Jondrette, de morne, était devenu joyeux. De joyeux, il devint sombre. « Vous aurez l'adresse de la belle demoiselle. » Elle baissa la tête, puis d'un mouvement brusque, elle tira la porte qui se referma. Marius se retrouva seul. Il se laissa tomber sur une chaise, la tête et les deux coudes sur son lit, comme en proie à un vertige. Tout à coup, il fut violemment arraché à sa rêverie. Il entendit la voix haute et dure de Jondrette prononcer ces paroles. « Je te dis que j'en suis sûr et que je l'ai reconnu !» De qui parlait Jondrette ? Il avait reconnu qui ? Monsieur Leblanc ? Le père de son Ursule ? Quoi ? Est-ce que Jondrette le connaissait ? Marius allait-il savoir qui était cette jeune fille ? Qui était son père ? Il bondit plutôt qu'il ne monta sur la commode et reprit sa place près de la petite lucarne de la cloison. La femme, qui semblait timide et frappée de stupeur devant son mari, se hasarda à lui dire « Quoi, vraiment ? Tu es sûr ?»« Sûr, il y a 8 ans. Ah, je le reconnais. Je l'ai reconnu tout de suite. » Il s'arrêta et dit à ses filles « Allez-vous-en, vous autres !» Elles se levèrent pour obéir. Au moment où elles allaient passer la porte, le père retint l'aînée par le bras et dit avec un accent particulier « Vous serez ici à 5 heures précises. Toutes les deux. J'aurai besoin de vous. » Marius redoubla d'attention. Demeuré seul avec sa femme, Jondrette se remit à marcher dans la chambre et en fit 2 ou 3 fois le tour en silence. Tout à coup, il se tourna vers la Jondrette, croisa les bras et s'écria « Et veux-tu que je te dise une chose ? La demoiselle. » Mais le Jondrette s'était penché et avait parlé bas à sa femme. Puis il se releva et termina tout haut « C'est elle !»« Pas possible !» s'écria-t-elle. « Quand je pense que mes filles vont nu-pieds et n'ont pas une robe à se mettre, je voudrais lui crever le ventre à coups de sabot. » Elle sauta à bas du lit et resta un moment debout décoiffée, les narines gonflées, la bouche entr'ouverte, les poings crispés et rejetés en arrière. Puis elle se laissa retomber sur le grabat. Après quelques instants de silence, il s'approcha de la Jondrette et s'arrêta devant elle, les bras croisés comme le moment d'auparavant. « Écoute bien, il est pris, le Crésus. C'est tout comme, c'est déjà fait, tout est arrangé. J'ai vu des gens, il viendra à 6 heures. C'est l'heure où le voisin est allé dîner. La mère Burgon lave la vaisselle en ville. Il n'y a personne dans la maison. Les petites feront le guet. Tu nous aideras, il s'exécutera. » « Et s'il ne s'exécute pas ?» demanda la femme. Jondrette fit un geste sinistre et dit « Nous l'exécuterons. » Puis il éclata de rire. « Maintenant, fit-il, je sors. J'ai encore des gens à voir. Tu verras comme ça va marcher. » Et les 2 poings dans les 2 goussets de son pantalon, il resta un moment pensif, puis s'écria « Sais-tu qu'il est tout de même bien heureux qu'il ne m'ait pas reconnu, lui ? S'il m'avait reconnu de son côté, il ne serait pas revenu. Il nous échappait. C'est ma barbe qui m'a sauvé, ma jolie petite barbiche romantique. » Et il se remit à rire.
et enfonçant la casquette sur ses yeux, il sortit. Chapitre 11, où l'on voit réapparaître Javert. Marius, tout songeur qu'il était une nature ferme et énergique. Il avait pitié d'un crapaud, mais il écrasait une vipère. Or, c'était dans un trou de vipère que son regard venait de plonger. À travers les paroles ténébreuses qui avaient été dites, il n'entrevoyait distinctement qu'une chose, c'est qu'un guet-apens terrible se préparait. C'est qu'ils couraient tous les deux un grand danger. C'est qu'il fallait les sauver. Il descendit de la commode le plus doucement qu'il put, et ayant soin de ne faire aucun bruit. 1 heure venait de sonner. Le guet-apens devait s'accomplir à 6 heures. Marius avait 5 heures devant lui. Il mit son habit passable, se noua un foulard au cou, prit son chapeau et sortit sans faire plus de bruit que s'il eût marché sur de la mousse avec des pieds nus. Une fois dehors de la maison, il gagna la rue du Petit-Banquier. Il se dirigea vers le faubourg Saint-Marceau et demanda à la première boutique qu'il rencontra où il y avait un commissariat de police. On lui indiqua la rue de Pontoise et le numéro 14. Marius s'y rendit, monta au premier et demanda l'inspecteur de police. Le garçon du bureau l'introduisit dans le cabinet de l'inspecteur. Un homme de haute taille s'y tenait, debout, derrière une grille, appuyé à un poêle et relevant de ses 2 mains les pans d'un vaste carrick à 3 collets. « Que voulez-vous » dit-il à Marius sans ajouter « monsieur ». « C'est pour une affaire très secrète et très pressée. »« Alors parlez vite. » Cet homme, calme et brusque, était tout à la fois effrayant et rassurant. Il inspirait la crainte et la confiance. Marius lui conta l'aventure. L'inspecteur jeta sur Marius un coup d'œil et il plongea d'un seul mouvement ses 2 mains, qui étaient énormes, dans 2 immenses poches de son carrick et en tira 2 petits pistolets d'acier. Il les présenta à Marius. « Prenez ceci, rentrez chez vous. Cachez-vous dans votre chambre. Qu'on vous croie sorti. Ils sont chargés. Chacun de 2 balles. Vous observerez, il y a un trou au mur, comme vous me l'avez dit. Les gens viendront, laissez-les aller un peu. Quand vous jugerez la chose à point et qu'il sera temps de l'arrêter, vous tirerez un coup de pistolet en l'air, le reste me regarde. » Marius cacha les pistolets dans les goussets. « Maintenant, poursuivit l'inspecteur, il n'y a plus 1 minute à perdre pour personne. » Et comme Marius mettait la main au loquet de la porte pour sortir, l'inspecteur lui cria. « À propos, si vous aviez besoin de moi d'ici là, venez ou envoyez ici. Vous feriez demander l'inspecteur Javert. » Marius regagna à grands pas le numéro 50-52. La porte était encore ouverte quand il arriva. Il monta l'escalier sur la pointe du pied et se glissa le long du mur du corridor jusqu'à sa chambre. Il parvint à rentrer dans sa chambre sans être aperçu et sans bruit. Il était temps. Un moment après, il entendit Mame Burgon qui s'en allait et la porte de la maison qui se refermait. Marius s'assit sur son lit. Il pouvait être 5h30. 1 demi-heure seulement le séparait de ce qui allait arriver. Il entendait battre ses artères. Il y avait de la lumière dans le taudis Jondrette. Marius ôta doucement ses bottes et les poussa sous son lit. Chapitre 12. Emploi de la pièce de 5 francs de Marius. Marius jugea que le moment était venu de reprendre sa place à son observatoire. En un clin d'œil et avec la souplesse de son âge, il fut près du trou de la cloison. Jondrette avait allumé sa pipe, s'était assis sur la chaise dépaillée et fumait. Sa femme lui parlait bas. Tout à coup, Jondrette haussa la voix. « À propos, j'y songe. Par le temps qu'il fait, il va venir en fiacre. Allume la lanterne, prends-la et descends. Tu te tiendras derrière la porte en bas. Au moment où tu entendras la voiture s'arrêter, tu ouvriras tout de suite. Il montera, tu l'éclaireras dans l'escalier et dans le corridor, et pendant qu'il entrera ici, tu redescendras bien vite. Tu paieras le cocher et tu renverras le fiacre. » Jondrette fouilla dans son pantalon et lui remit 5 francs. Elle obéit en hâte et Jondrette resta seul. Il y avait dans cette chambre je ne sais quel calme hideux et menaçant. On y sentait l'attente de quelque chose d'épouvantable. Marius, de son côté, saisit le pistolet qui était dans son gousset droit, l'en retira et l'arma. Tout à coup, la vibration lointaine et mélancolique d'une cloche ébranla les vitres. 6 heures sonnaient à Saint-Médard. Jondrette marqua chaque coup d'un hochement de tête. Le 6e sonné, il moucha la chandelle avec ses doigts. Puis il revint à sa chaise. Il se rasseyait à peine que la porte s'ouvrit.
La mère Jondrette l'avait ouverte et restait dans le corridor, faisant une horrible grimace aimable qu'un des trous de la lanterne sourde éclairait d'en bas. « Entrez, monsieur, dit-elle. « Entrez, mon bienfaiteur, répéta Jondrette en se levant précipitamment. Monsieur Leblanc parut. Il avait un air de sérénité qui le faisait singulièrement vénérable. Il posa sur la table 4 louis. « Monsieur, dit-il, voici pour votre loyer et vos premiers besoins. Nous verrons ensuite. »« Dieu vous le rende, mon généreux bienfaiteur, dit Jondrette, et s'approchant rapidement de sa femme. « Renvoie le fiacre. » Elle s'esquiva pendant que son mari prodiguait les saluts et offrait une chaise à monsieur Leblanc. Un instant après, elle revint et lui dit bas à l'oreille. « C'est fait !» La neige, qui n'avait cessé de tomber depuis le matin, était tellement épaisse qu'on n'avait point entendu le fiacre arriver et qu'on ne l'entendit pas s'en aller. Cependant, monsieur Leblanc s'était assis et il tourna les yeux vers les grabats qui étaient vides. « Comment va la pauvre petite blessée ?» demanda-t-il. « Mal, » répondit Jondrette avec un sourire navré et reconnaissant. « Très mal, mon digne monsieur. Sa sœur aînée l'a emmenée à la bourbe se faire panser. Vous allez les voir, elles vont rentrer tout à l'heure. »« Madame Jondrette me paraît mieux portante, » reprit monsieur Leblanc, en jetant les yeux sur le bizarre accoutrement de la Jondrette, qui, debout entre lui et la porte, comme si elle gardait déjà l'issue, le considérait dans une posture de menace et presque de combat. « Elle est mourante, » dit Jondrette. « Mais que voulez-vous, monsieur? Elle a tant de courage, cette femme-là. Ce n'est pas une femme, c'est un bœuf. Ah, c'est que nous avons toujours fait bon ménage, cette pauvre chérie et moi. Et hélas, il ne nous reste rien que de notre temps de prospérité, rien qu'une seule chose, un tableau auquel je tiens, mais dont je ne me déferai pourtant, car il faut vivre. Item, il faut vivre. » Pendant que Jondrette parlait, Marius leva les yeux et aperçut au fond de la chambre un homme qui venait d'entrer, si doucement qu'on n'avait pas entendu tourner les gonds de la porte. Il s'était assis en silence et les bras croisés sur le lit le plus voisin, et comme il se tenait derrière la Jondrette, on ne le distinguait que confusément. « Qu'est-ce que c'est que cet homme ?» dit monsieur Leblanc. « Ça ?» fit Jondrette, « c'est un voisin. Ne faites pas attention. » Un léger bruit se fit à la porte. Un second homme venait d'entrer et de s'asseoir sur le lit, derrière la Jondrette. Il avait, comme le premier, les bras nus et un masque d'encre ou de suie. Quoique cet homme se fût, à la lettre glissée dans la chambre, il ne put faire que monsieur Leblanc ne l'aperçût. « Ne prenez pas garde, dit Jondrette, ce sont des gens de la maison. Je disais donc qu'il me restait un tableau précieux. Tenez, monsieur, voyez. » Il se leva, alla à la muraille au bas de laquelle était un panneau, et le retourna, tout en le laissant appuyé au mur. Marius n'en pouvait rien distinguer, Jondrette étant placé entre le tableau et lui. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» demanda monsieur Leblanc. Jondrette s'exclama. « Une peinture de maître, un tableau d'un grand prix, mon bienfaiteur. J'y tiens comme à mes 2 filles. Il me rappelle des souvenirs. » Soit hasard, soit qu'il y eût quelque commencement d'inquiétude, tout en examinant le tableau, le regard de monsieur Leblanc revint vers le fond de la chambre. Il y avait maintenant 4 hommes, 3 assis sur le lit, un debout près du chambranle de la porte, tous 4 bras nus, immobiles, le visage barbouillé de noir. Jondrette remarqua que l'œil de monsieur Leblanc s'attachait à ces 3 hommes. « C'est des amis, ça, voisine, » dit-il. « C'est barbouillé parce que ça travaille dans le charbon. Ce sont des fumistes. Ne vous en occupez pas, mon bienfaiteur, mais achetez-moi mon tableau. Ayez pitié de ma misère. Je ne vous le vendrai pas cher. Combien l'estimez-vous ?»« Mais, dit monsieur Leblanc, en regardant Jondrette entre les 2 yeux et comme un homme qui se met sur ses gardes, c'est quelque enseigne de cabaret, cela vaut bien 3 francs. » Jondrette répondit avec douceur. « Avez-vous votre portefeuille, là ? Je me contenterai de 1000 écus. » Monsieur Leblanc se leva debout, s'adossa à la muraille et promena rapidement son regard dans la chambre. Il avait Jondrette à sa gauche du côté de la fenêtre, et la Jondrette et les 4 hommes à sa droite du côté de la porte. Les 4 hommes ne bougeaient pas et n'avaient pas même l'air de le voir. Jondrette s'était remise à parler avec un accent plaintif. «
Si vous ne m'achetez pas mon tableau, cher bienfaiteur, disait Jondrette, je suis sans ressources, je n'ai plus qu'à me jeter à même la rivière. Comment voulez-vous qu'on vive ? Tout en parlant, Jondrette ne regardait pas M. Leblanc qui l'observait. Tout à coup, sa prunelle éteinte s'illumina d'un flamboiement hideux. Ce petit homme se dressa et devint effrayant. Il fit un pas vers M. Leblanc et lui cria d'une voix tonnante. « Il ne s'agit pas de tout cela. Me reconnaissez-vous » Chapitre 13. Le guet-apens. La porte du galetas venait de s'ouvrir brusquement et laissait voir 3 hommes en blouse de toile bleue, masqués de masques de papier noir. M. Leblanc était très pâle. Il considérait tout dans le bouge autour de lui comme un homme qui comprend où il est tombé, et sa tête, tour à tour dirigée vers tous les êtres qui l'entouraient, se mouvait sur son cou avec une lenteur attentive et étonnée, mais il n'y avait dans son air rien qui ressemblât à la peur. Il s'était fait de la table un retranchement improvisé, et cet homme qui, le moment d'auparavant, n'avait l'air que d'un bon vieux homme, était devenu subitement une sorte d'athlète, et posait son poing robuste sur le dossier de sa chaise avec un geste redoutable et surprenant. Marius pensa qu'avant quelques secondes, le moment d'intervenir serait arrivé, et il éleva sa main droite vers le plafond, prêt à lâcher son coup de pistolet. Jondrette se tourna de nouveau vers M. Leblanc et répéta sa question en l'accompagnant de ce rire bas, contenu et terrible qu'il avait. « Vous ne me reconnaissez donc pas ?» M. Leblanc le regarda en face et répondit « Non ». Alors Jondrette vint jusqu'à la table. Il se pencha par-dessus la chandelle, croisant les bras, approchant sa mâchoire anguleuse et féroce du visage calme de M. Leblanc. Et dans cette posture de bête fauve qui va mordre, il cria « Je ne m'appelle pas Jondrette, je me nomme Thénardier. Je suis l'aubergiste de Montfermeil. Thénardier. Maintenant vous me reconnaissez ?» Une imperceptible rougeur passa sur le front de M. Leblanc, et il répondit sans que sa voix tremblât. « Pas davantage. » Marius n'entendit pas cette réponse. Qui l'eût vu en ce moment dans cette obscurité, l'eût vu hagard, stupide et foudroyé. Au moment où Jondrette avait dit « Je me nomme Thénardier », Marius avait tremblé de tous ses membres et s'était appuyé au mur comme s'il eût senti le froid d'une lame d'épée à travers son cœur. Puis, son bras droit, prêt à lâcher le coup de signal, s'était abaissé lentement. Ce nom de Thénardier, que M. Leblanc ne semblait pas connaître, Marius le connaissait. Ce nom, il l'avait porté sur son cœur, écrit dans le testament de son père. Il le portait au fond de sa pensée, au fond de sa mémoire, dans cette recommandation sacrée. Un nommé Thénardier m'a sauvé la vie. Si mon fils le rencontre, il lui fera tout le bien qu'il pourra. Quoi ? C'était là ce Thénardier ? Ce sauveur de son père était un bandit ? Cet homme auquel lui, Marius, brûlait de se dévouer, était un monstre ? Cependant, Thénardier, nous ne le nommerons plus autrement désormais, se promenait de long en large devant la table. « Ah ah, je vous retrouve enfin, monsieur le millionnaire râpé, monsieur le donneur de poupées, vieux Jocrisse. Ah, vous ne me reconnaissez pas ? Eh bien, je vous reconnais, moi. Je vous ai reconnu tout de suite dès que vous avez fourré votre mufle ici. Ah, on va voir enfin que ce n'est pas tout rose d'aller comme cela dans les maisons des gens, sous prétexte que ce sont des auberges, avec des habits minables, avec l'air d'un pauvre qu'on lui aurait donné un sou, tromper les personnes, faire le généreux, leur prendre leur gagne-pain. Vieux gueux, voleurs d'enfants. » Ici Thénardier fit un pas vers les hommes qui étaient près de la porte, et ajouta avec un frémissement. « Quand je pense qu'il ose venir me parler comme un savetier !» Puis, s'adressant à M. Leblanc avec une recrudescence de frénésie. « Et sachez encore ceci, monsieur le bienfaiteur, je ne suis pas un homme louche, moi. Je ne suis pas un homme dont on ne sait point le nom et qui vient enlever des enfants dans les maisons. Je suis un ancien soldat français. Je devrais être décoré. J'étais à Waterloo, moi, et j'ai sauvé dans la bataille un général appelé le comte de je ne sais plus quoi. Il m'a dit son nom, mais sa chienne de voix était si faible que je ne l'ai pas entendu. Je n'ai entendu que « merci ». J'aurais mieux aimé son nom que son remerciement. Cela m'aurait aidé à le retrouver. Ce tableau que vous voyez et qui a été peint par David à Brusquezel, savez-vous qui il représente ? Il représente moi.
David a voulu immortaliser ce fait d'armes. J'ai ce général sur mon dos et je l'emporte à travers la mitraille. Voilà l'histoire. Et maintenant que j'ai eu la bonté de vous dire tout ça, finissons. Il me faut de l'argent. Il me faut beaucoup d'argent. Il me faut énormément d'argent. Ou je vous extermine, tonnerre du bon Dieu. Le tableau de maître, la peinture de David dont il avait proposé l'achat à M. Leblanc, n'était autre que l'enseigne de sa gargote, peinte par lui-même, seul débris qu'il eût conservé de son naufrage à Montfermeil. Depuis quelques instants, M. Leblanc semblait suivre et guetter tous les mouvements de Thénardier, qui lui tournait le dos. M. Leblanc saisit ce moment, repoussa du pied la chaise, du poing la table, et d'un bond, avec une agilité prodigieuse, avant que Thénardier eût eu le temps de se retourner, il était à la fenêtre. Il était à moitié dehors quand 6 poings robustes le saisirent et le ramenèrent énergiquement dans le bouge. En même temps, la Thénardier l'avait empoigné aux cheveux. Au piétinement qui se fit, les autres bandits accoururent du corridor. Ils parvinrent à le renverser sur le lit le plus proche de la croisée et l'y tinrent en respect. La Thénardier ne lui avait pas lâché les cheveux. « Il n'y a qu'une chose à faire. L'escarper !» C'étaient le mari et la femme qui tenaient conseil. Thénardier marcha à pas lents vers la table, ouvrit le tiroir et y prit le couteau. Marius tourmentait le pommeau du pistolet, perplexités inouïes. Depuis 1 heure, il y avait 2 voix dans sa conscience. L'une lui disait de respecter le testament de son père, l'autre lui criait de secourir le prisonnier. Tout à coup, il tressaillit. À ses pieds sur la table, un vif rayon de pleine lune éclairait et semblait lui montrer une feuille de papier. Sur cette feuille, il lut cette ligne écrite en grosses lettres le matin même par l'aînée des filles Thénardier. « Les cognes sont là. » Une idée traversa l'esprit de Marius. C'était le moyen qu'il cherchait, la solution de cet affreux problème qui le torturait, épargner l'assassin et sauver la victime. Il s'agenouilla sur sa commode, étendit le bras, saisit la feuille de papier, détacha doucement un morceau de plâtre de la cloison, l'enveloppa dans le papier et jeta le tout par la crevasse au milieu du bouge. « Quelque chose qui tombe !» cria la Thénardier. « Qu'est-ce » dit le mari. La femme s'était élancée et avait ramassé le plâtras enveloppé du papier. Elle le remit à son mari. « Par où cela est-il venu » demanda Thénardier. « Pardié » dit la femme. « Par où veux-tu que ce soit entré ? C'est venu par la fenêtre. » Thénardier déplia rapidement le papier et l'approcha de la chandelle. « C'est de l'écriture d'Éponine. Diable, vite, l'échelle. Laissons le lard dans la souricière et fichons le camp par la fenêtre. » Les brigands qui tenaient le prisonnier le lâchèrent. En un clin d'œil, l'échelle de corde fut déroulée hors de la fenêtre et attachée solidement au rebord par les 2 crampons de fer. Le prisonnier ne faisait pas attention à ce qui se passait autour de lui. Il semblait rêver ou prier. Sitôt l'échelle fixée, Thénardier cria « Viens, la bourgeoise !» Et il se précipita vers la croisée. Mais comme il allait enjamber, l'un des bandits le saisit rudement au collet. « Non pas, dis donc, vieux farceur, après nous !»« Vous êtes des enfants, dit Thénardier, nous perdons du temps. Les rails sont sur nos talons. »« Eh bien, dit un des bandits, tirons au sort à qui passera le premier. » Thénardier s'exclama. « Êtes-vous fou ? Tirer au sort, n'est-ce pas ? Écrire nos noms ? Les mettre dans un bonnet ? » « Voulez-vous mon chapeau ? » cria une voix du seuil de la porte. Tous se retournèrent. C'était Javert. Il tenait son chapeau à la main et le tendait en souriant. Chapitre 14. On devrait toujours commencer par arrêter les victimes. Javert, à la nuit tombante, avait aposté des hommes et s'était embusqué lui-même derrière les arbres de la rue qui faisaient face à la masure Gorbeau de l'autre côté du boulevard. Il avait commencé par ouvrir sa poche pour y fourrer les 2 jeunes filles chargées de surveiller les abords du bouge. Puis Javert s'était mis en arrêt, prêtant l'oreille au signal convenu. Les allées et venues du fiacre l'avaient fort agité. Enfin, il s'était impatienté. Et, sûr qu'il y avait un nid là, il avait fini par se décider à monter sans attendre le coup de pistolet. Il était arrivé à point. Javert remit son chapeau sur la tête et fit 2 pas dans la chambre, les bras croisés, la canne sous le bras, l'épée dans le fourreau. « Halte là, dit-il, vous ne passerez pas par la fenêtre, vous passerez par la porte. » Il se retourna et appela derrière lui. « Entrez maintenant !»
Une escouade de sergents de ville, l'épée au poing et d'argent, armés de casse-tête et de gourdins, se rua à l'appel de Javert. On garrotta les bandits. En ce moment, il aperçut le prisonnier des bandits qui, depuis l'entrée des agents de police, n'avait pas prononcé une parole et tenait sa tête baissée. « Que personne ne sorte !» Cela dit, il s'assit souverainement devant la table où étaient restés la chandelle et l'écritoire, tira un papier timbré de sa poche et commença son procès-verbal. Quand il eut écrit les premières lignes, il leva les yeux. « Faites approcher ce monsieur. » Les agents regardèrent autour d'eux. « Eh bien, demanda Javert, où est-il donc ?» Le prisonnier des bandits, M. Leblanc, avait disparu. La porte était gardée, mais la croisée ne l'était pas. Sitôt qu'il s'était vu délié, et pendant que Javert verbalisait, il avait profité du trouble, du tumulte, de l'encombrement, de l'obscurité, et d'un moment où l'attention n'était pas fixée sur lui, pour s'élancer par la fenêtre. Un agent courut à la lucarne et regarda. On ne voyait personne dehors. L'échelle de corde tremblait encore. « Diable !» fit Javert entre ses dents. « Ce devait être le meilleur !»